Dans les prochaines minutes, vous apprendrez que l'effondrement total de l'économie mondiale n'a pas seulement anéanti les comptes bancaires, il a aussi systématiquement détruit l'identité masculine et contraint les femmes à un processus de sélection brutale et des inconscients qui continue de déterminer la dynamique entre hommes et femmes aujourd'hui encore. Voilà le sombre secret de la Grande Dépression. Et le comprendre ne se résume pas à comprendre le passé. Il s'agit de déchiffrer le scénario caché de la société moderne et de nous armer contre les forces invisibles qui façonnent nos vies. Imaginez, le 29 octobre 1929, le mardi noir. Le rugissement de la bourse de New York n'est plus celui de l'ambition. C'est un cri de terreur pur et animal. Des hommes en costumes élégants, piliers de leur communauté, regardent les téléscripteurs cracher non pas des chiffres, mais leur propre nécrologie. Des fortunes et, plus importante encore, des identités disparaissent en quelques minutes. Un millionnaire au petit déjeuner devient une célébrité à midi. Mais la véritable histoire, l'histoire humaine, ne s'est pas jouée sur le parquet de la bourse. Cela s'est produit dans le silence pesant des foyers. Aussi, États-Unis et dans le monde entier. L'homme, soutien de famille, chasseur, le rôle que la société avait construit pendant des millénaires, est devenu fonctionnellement obsolète du jour au lendemain. Sa valeur, définie par sa capacité à assurer sécurité et ressources, était nulle. Et dans l'économie impitoyable de la survie, tout ce qui est sans valeur est jeté. C'est ici que commence notre sombre secret. On nous apprend que la Grande Dépression fut une période de souffrance universelle, de misère partagée qui rassembla les peuples. C'est une demi-vérité sentimentale. Ce fut aussi une période de trahison profonde et silencieuse. Une renégociation du contrat fondamental entre l'homme et la femme, menée non pas par des mots, mais par des regards, avec grandeur et à huis clos. Avec la disparition de l'argent, tout le manuel de séduction est devenu obsolète. La galanterie, autrefois un luxe, est devenue une parodie grotesque. Comment ouvrir la porte à une femme quand on ne peut pas apporter de nourriture? Comment imposer le respect quand ses chaussures sont usées et que son regard ne reflète que la honte? Les signes extérieurs de réussite avaient disparu. Seule l'essence même de l'homme subsistait. Son caractère, sa résilience, sa volonté, et pour les femmes, confrontées au principe biologique fondamental de survie, tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants, les critères de sélection changèrent brutalement et inévitablement. Le sentiment initial éprouvé par beaucoup, une joie perverse et choquante, ne fut pas ressenti par les hommes qui perdirent jusqu'à la dernière chemise, mais par un certain groupe de femmes. Les écrivaines féministes du début des années 1930, comme Dorothy Dunbar-Bramley, célébrèrent ouvertement cet effondrement. Elles écrivirent des éditoriaux proclamant la fin de la domination masculine. Pour la première fois, les emplois de secrétariat, d'infirmières et de bureaux mal rémunérés, traditionnellement réservés aux femmes, furent stabilisés. Une femme gagnant 15 $ par semaine était désormais une reine. Elle subvenait aux besoins de la famille. Elle détenait le pouvoir dans cette relation. D'innombrables cas documentés, lettres de toxicomanes et journaux intimes, témoignent d'un étrange sentiment de libération. Une Chicagonaise écrivait dans son journal en 1931 « John est rentré aujourd'hui avec cette expression. C'est la fin du monde pour lui, mais je me sens terriblement coupable de l'avoir dit, mais je me sens vivante. Maintenant, c'est moi qui décide. L'argent est à moi. Son échec m'a libérée. » C'est la vérité choquante et dérangeante que l'histoire tente de dissimuler. L'effondrement du monde masculin a ouvert une nouvelle frontière, terrifiante pour les femmes. Elles n'étaient pas que des victimes. Dans bien des cas, elles étaient les nouvelles dirigeantes. Mais ce pouvoir s'accompagnait d'un fardeau écrasant. Le public y trouve du réconfort, car les hommes qui regardent connaissent ce fardeau. Ils le ressentent quotidiennement. De manière moderne, la pression de la performance, celle de subvenir aux besoins des autres, celle d'être le rocher dans la tempête. Imaginez si ce rocher avait été réduit en poussière. La pression émotionnelle sur ces hommes était catastrophique. Le taux de suicide chez les hommes d'âge moyen, principaux soutiens de famille, a explosé. Le taux le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis remonte à 1932, au plus fort de la Grande Dépression. Les hommes partaient travailler le matin avec une mallette, un maigre bagage rempli uniquement de journaux,
et ne rentraient tout simplement pas chez eux. Ils descendaient dans la rue le soir, trop honteux pour affronter leur famille. D'autres ont opté pour des voies plus directes. On raconte une histoire célèbre et poignante dans un hôtel new-yorkais. Le réceptionniste était habitué à ce que des hommes lootent des chambres pour une heure ou une nuit. Mais un homme qui n'avait pas demandé de serviette ni appelé le service d'étage pendant 3 jours avait éveillé ses soupçons. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils l'ont trouvé mort. Il s'était gazé. Sur le lit reposait une pile de documents financiers soigneusement rangés, prouvant sa ruine totale, ainsi qu'une note manuscrite qui disait « Mon corps ne vaut rien. Ma vie ne vaut rien. Je vaux plus mort que vivant. » L'assurance, son dernier recours, était tout ce qu'il lui restait à offrir. C'était la pilule noire ultime, avalée par des dizaines de milliers de personnes. Ses bénéfices avaient été calculés et ils se sont avérés inutiles. Et comment les femmes ont-elles réagi à cette catastrophe? Ici, la curiosité doit se muer en compréhension inconfortable. Elles n'ont pas réagi avec une compassion généralisée. Les humains, acculés, agissent selon une logique plus profonde et plus froide. Les femmes sont inévitablement devenues des survivantes hyperdomistes. L'hypergamie, cet instinct de recherche d'un partenaire de statut égal ou supérieur, n'a pas disparu. Elle a muté. Avec la disparition du statut économique, elle a été redéfinie selon un tout nouveau spectre. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait le plus d'argent. Il s'agissait de savoir qui faisait preuve du caractère le plus inébranlable, de la plus grande volonté de survie, de la capacité à assurer non seulement l'argent, mais aussi la sécurité et l'ordre dans un monde plongé dans le chaos. Prenons le cas de 2 frères victimes de la tempête de poussière en Oklahoma. Une histoire reconstituée à partir de données de recensement et du folklore local. Frère Arthur était un fier propriétaire terrien. Un homme traditionnellement prospère, il avait une femme, 2 enfants et une ferme familiale depuis des générations. Lorsque les tempêtes de poussière ont frappé et que les banques ont été saisies, Arthur s'est effondré. Il devint maussade, renfermé, tel un fantôme dans sa propre maison. Pendant des jours, il resta assis sur le porche, à contempler le paysage désolé, incapable d'agir. Sa femme, Martha, qu'il avait d'abord soutenue, devint peu à peu froide. Son regard, autrefois empli d'affection, ne reflétait plus qu'une déception désespérée et calculatrice. Et puis, il y avait son jeune frère, William. William était un vagabond, un homme sans possession ni perspective, même avant l'effondrement. Mais William possédait une formidable résilience. L'effondrement ne l'a pas brisé, car il ne s'était pas intégré au système dès le départ. Il pouvait tout réparer, tout échanger, trouver de l'eau là où il n'y en avait pas, et il dégageait une énergie dangereuse mais confiante, même face à la faim. En moins d'1 an, Martha quitta Arthur dévastée. Elle ne retourna pas en ville. Elle ne rejoignit pas sa famille. Elle s'installa avec ses enfants dans la cabane de fortune de William, le frère qui avait échoué plus tôt. Arthur fut retrouvé quelques semaines plus tard. Il s'était suicidé dans la grange qui ne lui appartenait plus. Cette histoire est un microcosme de ce processus de sélection brutale. Ceux qui s'accrochaient à une identité morte étaient rejetés. Ceux qui s'adaptaient, ceux qui faisaient preuve d'une utilité pure et d'une force inébranlable, étaient choisis pour survivre. Les règles avaient changé. Ces nouveaux critères de sélection donnèrent naissance à des phénomènes sociaux étranges et choquants. Les marathons de danse devinrent une tendance nationale. Mais ce n'étaient pas des célébrations, c'étaient des spectacles grotesques de désespoir. Des couples dansaient pendant des milliers d'heures, des semaines durant, en compétition pour un prix en espèces qui pourrait sauver leur famille. Ils dansaient jusqu'au sang, hallucinés d'épuisement, tandis qu'un public bien nourri payait pour assister à leur souffrance. Pour les hommes, ces compétitions étaient une pure épreuve de force et d'endurance physique. Pouvait-il encore être le leader, le pilier de sa partenaire, alors que son corps s'effondrait littéralement? Les femmes qui observaient, depuis les coulisses, n'admiraient pas le meilleur danseur. Elles jugeaient inconsciemment le plus fort. Qui s'effondrait le premier? Qui abandonnait? Qui montrait une once de faiblesse? Mentalement, cet homme était rayé de toutes les listes. Il avait échoué au test. Ce personnage a été révélé au microscope de la misère. Comprendre cette sombre histoire ne présente pas l'avantage de se complaire dans le rôle de la victim masculine. L'avantage réside dans l'inspiration qu'apporte une clarté brutale. C'est comprendre que le monde moderne, avec ses récessions imminentes,
Son intelligence artificielle qui remplace les emplois, ses bouleversements sociaux, n'est qu'un remake du même melting pot. Le système peut s'effondrer à tout moment. La valeur nominale de votre épargne retraite, votre statut social, votre emploi, ce sont des illusions modernes, aussi fragiles que les actions de 1929. Ce qui demeure, ce qui est toujours resté, c'est votre essence profonde, votre résilience, votre discipline, votre capacité à garder votre sang-froid même sous pression. Vos capacités, votre valeur en tant qu'être humain, sont et n'ont jamais été déterminées par les fluctuations d'un compte bancaire. Ce sont les mensonges qu'on vous vend pour vous maintenir dans la soumission. Votre valeur se mesure à votre volonté indomptable, à votre capacité à créer de l'ordre à partir du chaos, à apporter sécurité et sens à votre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. La Grande Dépression l'a prouvé dans le laboratoire le plus cruel qui soit. Les hommes qui ont survécu, avec leurs familles et leur dignité, n'étaient pas les plus riches de 1928. Ils étaient les hommes les plus résistants, les plus adaptables et les plus résilients. Le krach ne les a pas détruits. Il les a mis à nu. Ce n'était que la surface, la première onde de choc de l'effondrement. Nous avons assisté à l'effondrement de l'ancien monde et à l'émergence d'une nouvelle réalité terrifiante. Mais l'histoire devient plus sombre, beaucoup plus personnelle. Nous avons vu des femmes choisir des hommes en public, dans la poussière et dans les salles de danse. Mais que s'est-il passé derrière des portes closes? Quelles trahisons intimes et tacites ont eu lieu? Des alliances secrètes nouées non par amour, mais pour une boîte de haricots ou un litre d'essence. Comment la dynamique de la chambre à coucher, lieu le plus sacré des relations entre hommes et femmes, a-t-elle pu dégénérer en un marché brutal et désespéré? Le choc économique initial qui a brisé l'identité masculine n'était que le prélude. Le véritable et poignant drame de la Grande Dépression s'est joué non pas dans les salles de marché ou les files d'attente pour obtenir du pain, mais dans le silence étouffant d'innombrables chambres à coucher à travers le pays. Nous avons assisté à l'effondrement de la société, à la chute de l'archétype du soutien de famille et à l'émergence de nouveaux critères de sélection brutaux, fondés sur la pureté et la résilience. Mais aujourd'hui, nous perçons le voile de l'intimité du foyer lui-même, dernier bastion de l'autorité et de l'intimité masculine. Que s'est-il passé lorsque la crise a franchi le seuil, lorsqu'elle s'est infiltrée sous la porte, jusqu'au lit conjugal? Voici l'histoire de la façon dont les liens humains les plus sacrés ont été mis à rude épreuve, brisés et renégociés de manière grotesque sous la pression incessante de la survie. Ici, l'effondrement économique est devenu psychologique et sexuel. Une nouvelle réalité terrifiante a émergé où l'amour lui-même est devenu une monnaie, d'échanges susceptibles d'être dévalués du jour au lendemain, et où le contrat intime entre l'homme et la femme a été réécrit dans le langage froid et dur de la commodité et du désespoir. Imaginez si cette scène se reproduisait dans des millions de foyers. L'homme, autrefois roi de son château, est désormais un fantôme à sa propre table. Il est assis, les épaules voûtées, évitant le regard de sa femme et de ses enfants. Le silence n'est pas paisible. C'est une présence physique, lourde d'accusations inexprimées et d'une peur insondable. Sa honte flotte dans l'air comme un parfum, et chacun la respire. La femme, quant à elle, arpente la même pièce avec une énergie frénétique et désespérée. Elle compte chaque centime, transforme un maigre ragoût en 3 jours de nourriture et raccommode des vêtements pour la 10e fois. Son travail est visible, tangible. Son travail, la recherche d'un emploi inexistant, est invisible, abstrait et donc inutile dans l'équilibre impitoyable de la survie. Ce changement de valeur ne s'est pas arrêté à la cuisine. Inévitablement, la situation s'est déplacée vers la chambre à coucher. L'intimité, qui exige vulnérabilité, confiance et sentiment de sécurité mutuelle, a été victime de la guerre silencieuse au sein du foyer paternel. Comment un homme peut-il aborder sa femme comme une amante, s'il ne peut l'aborder comme une pourvoyeuse? Comment peut-il rayonner de force et de désir alors que chaque instant témoigne de son échec? Le repli émotionnel des hommes était un mécanisme de défense, une façon de se retirer d'un monde où ils ne pouvaient plus rivaliser. Mais pour leurs femmes, ce retrait était souvent perçu comme un nouvel échec, un échec de leur leadership, de leur force et de leur masculinité, à l'aune desquels elles étaient désormais mesurées,
Nous sommes ici confrontés à l'une des vérités les plus sombres et les plus refoulées de cette période, l'essor d'une économie sexuelle secrète. Lorsque la monnaie officielle fait défaut, les sociétés humaines se tournent toujours vers des systèmes d'échange plus anciens et plus primitifs, et la plus ancienne monnaie d'échange est l'intimité. Avec la destruction des valeurs masculines traditionnelles, les femmes, consciemment ou inconsciemment, ont commencé à attribuer une nouvelle valeur aux rares biens qui leur restaient: leur corps, leurs sentiments, leurs tâches domestiques. Ceux-ci sont devenus des objets de négociation sur un marché nouveau et cruel. Il ne s'agissait pas de prostitution ouverte au coin des rues, même si son nombre a certainement augmenté rapidement. C'était quelque chose de bien plus subtil, de bien plus intime et de bien plus dommageable pour la psyché masculine. C'était une négociation tacite qui se déroulait autour d'un simple dîner. Le consentement d'une femme, sa chaleur, voire son intimité physique, devenaient des biens conditionnels, accordés non par amour ou par désir, mais en échange d'un semblant de sécurité ou de stabilité que l'homme ne pouvait plus offrir. Prenons le cas poignant d'une famille de Cleveland, dans l'Ohio, relaté dans les notes privées d'un sociologue datant de 1934. Le mari, Robert, ancien cadre intermédiaire, était au chômage depuis 3 ans. Il était dévasté. Il passait ses journées à la bibliothèque publique pour se réchauffer, lisant sans cesse les mêmes petites annonces dans le journal. Sa femme, Eleanor, avait trouvé un emploi de couturière et travaillait 12 heures par jour pour un salaire de misère. C'était sa seule source de revenus. Le rapport de force au sein du foyer s'était complètement inversé. Les notes décrivent comment Eleanor commença à commettre une série de trahisons calculées et dévastatrices. Le boucher du coin, un homme riche, commença à lui donner plus de morceaux de viande qu'elle ne pouvait se permettre. Le charbonnier livrait toujours par inadvertance plus de charbon que ce qu'il avait payé. Ces hommes étaient peu charitables. Ils pratiquaient une forme primitive de séduction basée sur les ressources, offrant de la nourriture, en échange d'une promesse tacite de faveur. Elmore acceptait ces présents. Elle en connaissait le prix. De retour chez elle, elle se montra froide, critique et renfermée envers son mari dévasté. Les notes du sociologue documentent les aveux de Robert. Il rentre à la maison avec de la nourriture que je ne peux pas lui donner. Et il me regarde, non pas avec colère, mais avec une pitié pire que la haine. Il dort dos à moi, un mur que je ne peux franchir. Je sais pourquoi nous avons de la viande sur la table. Je mange ma propre humiliation. Elle nourrit mon corps et affame mon âme. Cet homme n'était pas simplement au chômage. Il était escroqué par un boucher. Sa masculinité était systématiquement détruite, morceau par morceau, à chaque don de viande qu'il était contraint de consommer pour survivre. C'était le sombre secret qui se cachait dans l'ombre des quartiers respectables. Le coût émotionnel de ce marchandage silencieux était catastrophique. Chez les hommes, cela a provoqué un traumatisme spécifique et douloureux que la psychologie moderne a plus tard qualifié d'anxiété génitale liée au statut. En termes simples, un homme qui se sent sans statut ni valeur dans le monde est souvent impuissant dans l'intimité. Son fonctionnement biologique devient le reflet de son échec social. D'innombrables dossiers médicaux et journaux intimes de cette période font état d'une augmentation marquée des problèmes conjugaux et des troubles nerveux, ce qui témoigne clairement de ce phénomène. L'homme, déjà honteux de son échec public, affrontait maintenant un second échec, plus intime, dans le royaume qui était censé être son sanctuaire. Ce fut un cercle vicieux qui détruisit son âme. L'échec financier entraîna un isolement émotionnel, qui à son tour entraîna une perte de statut familial, laquelle entraîna à son tour un échec sexuel, consolidant encore davantage son statut d'homme brisé et inutile aux yeux de sa partenaire. Ce fut une spirale mortelle psychologique. Pour les femmes, la pression était tout aussi terrible, mais différente. Elles furent contraintes d'assumer le rôle de survivantes pragmatiques et prirent des décisions qui les hanteraient pendant des générations. L'histoire d'Anna, mère de 3 enfants, dans le Dust Bowl est glaçante. Son mari Thomas mourut d'une pneumonie, une toux constante et atroce qui le laissa alité et affaibli. Un éleveur voisin, Earl, qui avait défendu ses terres avec acharnement, commença à encercler la famille dans le besoin. Il leur apporta de la nourriture, des médicaments pour les enfants et leur proposa son aide. Anna connaissait sa réputation. Elle savait combien sa charité coûtait cher. Mais avec son mari mourant et ses enfants affamés, elle était inquiète.
Elle laissa Earl entrer chez elle, puis dans son lit, tandis que son mari toussait dans la pièce voisine. Ce n'était pas une liaison. C'était un accord commercial. Son corps pour la vie de ses enfants. Thomas mourut finalement non seulement de la poussière dans ses poumons, mais aussi, on le soupçonne, du bruit de la trahison de sa femme à travers le mince mur qui les séparait. Anna survécut. Leurs enfants ont survécu. Mais à quel prix? Telle est la dure réalité de la pilule noire, ignorée par une histoire édulcorée. Ces femmes n'étaient pas que des victimes. Elles étaient des participantes, actives et tourmentées, d'un cauchemar darwinien, faisant des choix qui sacrifiaient une partie de leur âme pour un jour de vie supplémentaire. Leurs choix étaient basés sur l'utilité, la survie immédiate, souvent au détriment de l'amour, de la loyauté et de tout ce que la société avait présenté comme sacré. Cette corruption de l'intimité a engendré une dynamique genrée de la faim. En période de pénurie extrême, les normes traditionnelles ont été le premier luxe à être abandonné. Le concept de domination masculine sur la dépendance féminine s'est évanoui. Il a été remplacé par un pragmatisme matriarcal rigoureux. Les femmes, souvent les seules à pouvoir exercer un certain contrôle sur les ressources, que ce soit par le travail domestique ou par l'administration, de la charité et du troc, sont devenus de facto les gestionnaires de la famille. Les hommes étaient réduits à l'état d'appendice inutile ou au mieux à une main-d'œuvre brutale pour des programmes d'aide gouvernementale comme la WPA ou le CCC, programmes qui arrachaient littéralement les hommes à leur foyer et à leur famille, fragilisant encore davantage les liens familiaux. Les lettres de cette période révèlent un profond ressentiment, latent des deux côtés. Des épouses écrivaient à leur famille au sujet de maris paresseux et maltraités, qui n'étaient rien de plus que des invités parmi d'autres. Des hommes écrivaient depuis les camps de travail, leurs mots empreints d'une insignifiance émasculée, se demandant s'ils avaient un foyer où retourner. Pourtant, au milieu de ce sombre panorama de trahison et de ruines psychologiques, nous avons trouvé la source ultime d'inspiration. Non pas à cause du système, mais grâce aux quelques individus, invincibles qui ont compris les nouvelles règles et se sont forgés une nouvelle identité. Les hommes qui ont non seulement survécu, mais qui ont aussi gagné le respect dans cet enfer, étaient ceux qui ont rejeté l'ancien paradigme. Ils ont compris que leurs valeurs ne pouvaient plus être liées à un système qui s'était effondré. Leur courage devait devenir inébranlable. Ce sont les hommes qui devenaient maîtres de la matière, l'artisan capable de tout réparer et de transformer la ferraille en outils utiles. Le conteur capable d'offrir à sa famille un moment d'évasion et d'espoir, devenant leur ancre émotionnelle. Le leader né capable d'organiser ses voisins dans un réseau d'échanges coopératifs et de bâtir une microéconomie fondée sur le savoir-faire et la confiance, plutôt que sur l'argent sans valeur. Ces hommes apportaient ce que la situation exigeait. Non pas l'argent mais l'ordre, non pas la richesse mais la détermination, non pas des promesses en l'air mais une compétence avérée. Ils ont tenu bon alors que le monde entier était sur le point de perdre les siens. Une anecdote célèbre, racontée dans un bidonville de Hooverville, raconte l'histoire d'un homme que tout le monde appelait le capitaine. Il était pauvre comme tout le monde, mais il se rasait chaque matin à l'eau froide et au rasoir. Il gardait sa cabane de fortune impeccablement propre. Il répartissait les hommes en garde pour assurer la sécurité et régler les conflits. Il dégageait une aura d'autorité inébranlable. Et il était remarquable que sa femme, bien que vêtue de haillons comme tout le monde, le regarda non pas avec pitié ou mépris, mais avec un respect indéfectible. Il avait perdu tout ce que le monde chérissait, mais il conservait la seule chose qui comptait vraiment. Son estime de soi inébranlable et sa discipline. Il prenait des initiatives dans un vide de chaos. Et ce faisant, au milieu d'une pauvreté accablante, il devenait de plus en plus séduisant que les millionnaires ratés de la rue. Il était l'incarnation de la vérité. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous avez, elle réside dans ce que vous êtes et dans ce que vous construisez à partir de vos cendres. L'intérêt de contempler cet abîme n'est pas de désespérer face à la noirceur de la nature humaine, mais d'en extraire une vérité inébranlable et vivifiante. La Grande Dépression fut l'épreuve ultime de l'âme masculine. Il a été démontré de la manière la plus terrifiante que les indicateurs de réussite sociétale sont une illusion passagère. Le monde moderne, avec son panoptique numérique, sa culture de l'annulation, son économie inflationniste et ses suppressions,
d'emplois imminentes liés à l'IA n'est qu'une nouvelle variante du même test. Le système peut échouer et échouera. La validation externe peut disparaître. Votre épargne retraite pourrait s'effondrer. Votre carrière pourrait être détruite par un algorithme. Votre statut social pourrait être anéanti par une foule de Twitter. Cependant, ce qui ne peut vous être enlevé, à moins que vous ne le cédiez volontairement, c'est votre essence. Votre résilience, vos compétences, votre capacité à réfléchir, à vous adapter, à diriger et à créer de l'ordre dans le chaos. La leçon des années 1930 est que ce cœur de métier est la seule monnaie véritablement importante. Lui seul peut soutenir et protéger une famille en cas de panne d'électricité. Lui seul inspire un véritable respect et un attrait qui transcende la superficialité d'une économie en plein essor. Les hommes qui ont compris cela sont devenus rois à Hooverville. Ceux qui se sont accrochés à l'ancien monde sont morts physiquement, mentalement ou sexuellement dans leur chambre, silencieux et honteux. Le sombre secret de la Grande Dépression ne réside pas seulement dans le fait que les femmes sélectionnaient les hommes selon de nouveaux critères brutaux. Le secret réside dans le fait que ces critères ont révélé une vérité fondamentale et éternelle sur la valeur masculine. Une valeur qui existe indépendamment des systèmes, des gouvernements ou des économies. Forgée avec discipline, tempérée par l'adversité. Elle se manifeste non pas par ce que l'on accomplit, mais par la personne que l'on devient lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Le monde est constamment au bord d'un nouvel effondrement. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais qui l'on sera lorsqu'il se produira. Serez-vous le fantôme à la table ou le capitaine au sang-froid, prêt à bâtir un monde nouveau sur les cendres de l'ancien? Le choix, hier comme aujourd'hui, vous appartient.